Tout d'abord, je tiens à excuser Monsieur le maire, Luc Gérec, absent ce soir suite à un souci de santé. Voilà. Donc, c'est en ma qualité de première adjointe que je vais donc diriger cette séance du conseil municipal. En préambule et avant de démarrer cette séance, je souhaitais donner la parole à Madame Lavancier qui a quelques explications concernant la tenue du conseil municipal, explications qu'on n'a pas pu vous donner lors de la convocation, puisqu'on a eu les éléments seulement aujourd'hui, je crois. Voilà. Agnès. Donc, je voulais juste préciser que donc, la convocation du conseil municipal est partie mercredi 10 novembre et qu'en fait, le mercredi 10 novembre, une loi a été votée et elle n'a été publiée que le 11 novembre. Donc, en fait, le 10, je n'avais pas la connaissance de cette loi. Qui en fait, cette loi s'appelle la loi de vigilance sanitaire. Elle modifie l'ordonnance du 1er avril 2020 qui visait à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux. Donc, ce texte, au début de l'épidémie, avait modifié les règles en matière de fonctionnement des organes délibérants des collectivités locales. Ces règles spéciales ont été plusieurs fois prolongées et elles ont pris fin officiellement le 30 septembre dernier, mais elles ont été rétablies suite à la promulgation de cette loi vigilance sanitaire, donc, qui a été publiée le 11 novembre, et ces dispositions sont directement prorogées jusqu'au 31 juillet 2022. Donc, depuis le 10 novembre, il est de nouveau possible de tenir les réunions de conseils, notamment municipaux, ainsi que celles des conseils communautaires, par exemple, selon des règles qui sont différentes de celles qui sont fixées par le Code général des collectivités territoriales. Ces règles, on vous les avait déjà présentées. Par exemple, le fait que le quorum est réputé atteint avec le tiers des membres présents, le fait également que les élus peuvent à nouveau être porteurs de 2 pouvoirs au lieu d'1, et le fait également qu'en fonction des dispositions du lieu de réunion, le public peut être limité en nombre. Donc pour cette séance, nous n'avons pas mentionné sur la convocation cette limite du public et nous n'avons pas de problème en termes de nombre de personnes puisque la capacité de la salle est respectée. Voilà. Donc merci Agnès pour ces précisions et je tenais à ce qu'on les apporte en début de conseil de façon à ce qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, notamment concernant le public. Voilà. Donc je vais déclarer ouverte cette séance du conseil municipal et donc je vais commencer par procéder à l'appel. Alors évidemment, monsieur Luc Gérec, absent, excusé, a donné procuration à madame Véronique Perrusso. Madame Véronique Perrusso présente. Monsieur Philippe Rago. Madame Marlène Chavez dos Santos. Monsieur Jacques Ferrari. Présent. Madame Stéphanie Brenier. Présent. Monsieur Jean-Marc Deluz, excusé, donne procuration à Johanna Goulin. Madame Florence Galland-Rennes. Monsieur Pascal Raffa. Madame Evelyne Capelli, excusée, donne procuration à Jacques Ferrari. Monsieur Philippe Levieux. Madame Corinne Tondy. Monsieur Rui Henriquez. Monsieur Philippe Lhuillier, excusé. Monsieur Nicolas Koenig. Présent. Madame Johanna Goulin. Présent. Madame Aline Poirel. Madame Mademoiselle Anne-Sophie Lehmann. Présent. Madame Arlette Jaworski. Présent. Monsieur Jean-Marie Henriot. Présent. Monsieur Alain Henry. Présent. Monsieur Thierry Danet. Présent. Et monsieur Pascal Milot. Merci. Je vous propose la nomination d'un ou d'une secrétaire de séance et je pense qu'on ne va pas perturber nos habitudes. Est-ce que Marlène dos Santos serait d'accord pour assurer cette mission? Est-ce que vous en êtes d'accord? Merci Marlène, tu peux nous rejoindre. Je pourrais intervenir avant le premier point. J'aurais juste une question, une remarque à faire. Il y a monsieur Lhuillier qui est absent quasiment depuis tout le début du mandat. Il a dû participer à 1 ou 2 réunions maximum. Micro, s'il vous plaît. Ouais, donc je recommence. Oui, voilà, donc on est hors conseil, enfin on est hors point du jour. Ouais. Donc il y a monsieur Lhuillier qui est absent quasiment depuis le début du mandat. Il a dû participer à 1 ou 2 conseils. On ne le voit pas non plus en commission. Donc pourquoi vous ne lui demandez pas de démissionner et de laisser sa place à des membres de votre liste, puisque vous avez du monde en réserve,
Je pense qu'il y a des gens prêts à participer. Alors, compte tenu de ces changements d'activité professionnelle, c'est prévu lors du prochain conseil municipal. Vous aurez les informations que vous avez souhaitées. Très bien, merci. Et puis juste, bon, j'ai pas rebondi aussitôt tout à l'heure, mais puisqu'on reconduit un petit peu les mesures Covid, pourquoi ne pas se réunir à Chédid? On aura quand même un meilleur confort, on pourra être tous en U, plutôt que là, il y a une estrade et puis des gens dans des fauteuils, on prend le micro, c'est pas pratique. À Chédid, en plus, on pourrait avoir plus de public si un jour il y en a plus, plutôt que de rester ici. Ici, pour moi, c'était du provisoire, et maintenant, on est quand même sur du provisoire qui dure. On peut maintenant retransférer, d'après ce que j'ai compris, les conseils ailleurs. Moi, ça me paraîtrait plus confortable d'être à Chédid où on aurait plus de place. Alors, encore une fois, on espère que cette situation ne va pas durer éternellement. 22 juillet déjà. Sachez quand même qu'à nouveau, il y a des activités à l'espace Chédid. Les salles sont à nouveau occupées, voilà, premièrement. Deuxièmement, on a commencé à prendre l'habitude, notamment pour filmer les conseils municipaux dans cette salle. Je sais bien que ce n'est pas l'idéal, mais enfin, voilà. On a estimé que c'était plus simple de le faire ici et de continuer ici. On a un conseil tous les 2 mois. Je pense qu'on peut trouver un soir à Chédid quand même de disponible. Et en plus, c'est quand même pas confortable. Vous voyez, donc moi, je parle, je peux pas tenir mes notes. Vous êtes assis, vous avez de la place. On n'est pas dans une situation équitable. Ouais, je suis désolée, monsieur Danet, mais c'est franchement confortable pour personne. Et maintenant, on est dans une situation exceptionnelle. Il faut aussi l'intégrer. Moi, je me lève, il faut que je prenne le micro. J'ai pas mes notes. Bien, peut-être que vous pouvez changer de place avec madame Jaworski. Vous seriez plus près du micro. C'est pas très équitable. Je vous rappelle quand même que des adjoints qui présentent des dossiers sont eux aussi obligés de se lever. Voilà. Pas tous. Vous le verrez tout à l'heure. Il y en a d'autres qui vont se présenter. Voilà. Ben, effectivement, la personne qui a le plus de points à présenter, c'est normal qu'elle soit à la table. Jusqu'à présent, je ne pense pas qu'on vous ait manqué de respect. Donc, on va passer au premier point à l'ordre du jour et je vais donner la parole à madame Johanna Goulin, à qui je passe le micro. Les conditions climatiques extrêmes de ces dernières années en France ont engendré de multiples crises sanitaires en forêt. Ces dernières ont pris la forme d'une importante prolifération de parasites, insectes et champignons qui provoquent de sérieux dépérissements dans les peuplements. Ainsi, les effets conjugués des printemps et des étés depuis 2018, exceptionnellement chauds et secs, ont notamment entraîné une prolifération de scolites dans les pessières, forêts d'épicéas. Afin d'assurer la pérennité de la forêt communale frappée par ce fléau, il est nécessaire d'envisager le remplacement des sujets dépérissants par des peuplements plus variés qui présenteront une plus forte résistance aux maladies, aux parasites et également aux dérèglements climatiques. Dans cet objectif, la commune a fait le choix de reboiser la parcelle forestière numéro 62 d'une superficie de 4 hectares, située lieu-dit la transaction, donc c'est au bois de la Chaille à l'arrière des établissements Le Vieux, cadastré section BX numéro 5. Le projet est de créer un parc grillagé à l'intérieur duquel seront plantés, après des travaux préparatoires, plusieurs espèces d'arbres. Chêne Cécile, chêne rouge d'Amérique, le robinier faux acacia, l'alisier terminal et des poiriers sauvages, et d'autres, afin de tester leur résistance aux aléas climatiques, attaques de parasites, insectes et champignons, et ainsi voir lesquels résistent le mieux. Ils pourront ainsi régénérer notre forêt. Le montant total des travaux validés par l'ONF, fourniture et plantation manuelle de 5136 plants, est réalisé par l'entreprise Naudet Reboisement et s'élève à 12 475,68 € hors taxes. Une aide financière peut être envisagée dans le cadre d'un programme de valorisation de la compensation écologique de la forêt, mis en place par Naudet Reboisement. Ce programme a pour but de valoriser l'impact positif des forêts, en particulier la lutte contre l'effet de serre, auprès de partenaires privés, afin de trouver des financements pour de nouvelles plantations en France. Naudet Reboisement recherche ainsi des partenaires intéressés pour associer à leur activité une réflexion et des actions concrètes en lien direct avec la plantation de la forêt française. L'aide financière reversée par Naudet Reboisement pour cette opération s'élève à 0,9 € hors taxe par arbre planté, soit un montant total de 4 622,40 €.
Nodé Reboisement s'engage à accompagner la commune et apporter les explications nécessaires, réaliser les travaux avec diligence et durant la saison de plantation, transmettre aux partenaires un compte-rendu synthétisant des données relatives à la plantation, assurer la plantation des sujets morts au-delà de 20% de pertes, implanter un panneau explicatif présentant la démarche et verser à la commune l'aide financière. La commune permet aux partenaires de se rendre sur la plantation, de communiquer sur ce soutien, s'engage à prendre à charge les coûts liés à la plantation, réalise les entretiens, autorise les contrôles techniques, bénéficie intégralement du produit de la vente des bois à maturité de la plantation et s'engage à ne pas bénéficier de plus de 100% d'aide publique ou privée sur son projet de plantation. Il s'agit, pour le conseil municipal, d'autoriser le maire ou son représentant à signer le contrat à intervenir entre la commune et l'entreprise Nodé Reboisement, portant sur le versement de l'aide financière et définissant les obligations des parties telles que représentées ci-dessus. Avez-vous des questions? Oui, une question. Oui. Vous dites qu'il y en a pour 12 475. Oui. Vous dites qu'il y en a pour 12 475. Je ne Oui. conteste pas. Par contre, vous ne parlez pas du grillage et vous ne parlez pas de la pause. Il y a quand même pour 4 500 de grillage et de 5 000 euros de pause, ce qui fait un total de 21 975 euros pour la parcelle. Oui. Ce qui fait un reboisement à 4,23 euros le pied. Vous savez pourquoi, aussi bien Oui, que moi, pourquoi on a dites-toi. grillagé Non, mais pour le moi je sais. Oui. Donc J'aimerais en bien fait, que vous le grillage, expliquiez à c'était... tout le monde. Alors, pas de problème. Donc la parcelle étant grillagée sur conseil donc, de l'ONF, tout simplement parce qu'en fait, en termes de gibier, on est quand même sur une zone où il faut protéger les plants, parce qu'on a quand même beaucoup de gibier dans les secteurs. On avait deux options. Donc une option, soit de protéger les pieds des arbres, c'est-à-dire que vous voyez souvent en forêt des petits... donc qui protègent le plan, en fait. Merci, M. Henriot, pour ces précisions. À savoir qu'on a opté donc, sur conseil de l'ONF pour engrillager la parcelle dans sa totalité, vu la surface, et que c'était, semble-t-il, enfin même sûr, plus intelligent de procéder comme ça. Je vous donner une autre information. On aurait pu mettre des tubeless. Par contre, à Surcy, nous avons un envahissement. Nous avons à Surcy, je suis chasseur, hein, donc je peux vous parler de Oui, ce non, que mais je connais. je vous écoute. Maintenant, on a des biches, on a des Oui. cerfs. Et ces bêtes-là, avec les tubeless, c'est pas assez haut. C'est pour ça qu'on met Oui. du grillage. Oui, parce Et qu'on en- a une parcelle dans la forêt qui a été complètement détériorée Tout par à fait. le gibier mâle Oui. à Et en- l'âge adulte. Je suis En plus d'accord de avec vous. ça, à Surcy, les cerfs et les biches adorent les chênes. Donc ça ne sert à rien de planter pour se faire bouffer les pousses. On est d'accord. C'est On pour est ça d'accord qu'on a opté Par pour... contre, justement, puisque je vous tiens, puisque vous Oui. êtes occupé maintenant de la forêt, c'est plus Vous me Philippe. tenez. Non, mais je m'entends. Ok, vous êtes devant moi. J'espère qu'on aura l'occasion de discuter. Mais Ça quand serait vous bien, voulez, monsieur Henriot, ça vous savez, serait je bien suis souvent à la de mairie, on peut se voir de régulièrement. débroussailler 2 fois la grande sommière. Parce que le but de débroussailler et de laisser pousser l'herbe, le temps que les cerfs et les biches mangent cette herbe, ne vont pas attaquer les jeunes semis de plantation de chêne. Alors, Vu qu'à Surcy, dans la forêt de la Wavre, c'est une forêt qui porte très bien le chêne, avec un très beau grain. ce qu'on fera, monsieur Henriot, si vous le souhaitez, et c'est même prévu, on va faire une commission développement durable sur la forêt et on échangera ensemble avec l'ensemble de la commission Oui, sur si ce genre j'ai des de propositions, conseils. Il n'y a pas de problème. Je suis à votre service. Je regrette que cette question ne nous ait pas été proposée lors de la dernière réunion de commission du développement durable, parce que là, au niveau du développement durable, on saucissonne les sujets, alors que justement, le développement durable, c'est des actions transversales, et chacune en emmenant une autre, et il faudrait avoir une vision peut-être plus globale du développement durable, à mon avis. Alors, j'entends cet avis. Après, le choix a été fait de saucissonner, comme vous dites, principalement parce que on conviendra ensemble, à mon avis, que ce sont des sujets qui sont loin d'être simples et anodins. Et à mon sens, l'apport trop massif d'informations dans une seule réunion n'est pas forcément profitable à qui que ce soit. Donc, le choix a été fait de saucissonner, comme vous dites. Maintenant, il est clair qu'on va reparler d'autres choses, d'autres sujets. L'eau a été en priorité, le sujet du reboisement, etc., viendra dans un second temps. C'est un choix, et c'est un choix qui, je trouve, qu'on a pris ensemble et qui est judicieux à cette heure-ci, parce que je trouve que, voilà, il y a un moment, on ne peut pas apporter trop d'informations dans une seule commission. Merci, Johanna. Je vous propose de passer au vote. Donc, qui est pour? Non, pardon. Bien sûr, c'est pour voir si vous suivez. Qui est contre? Qui s'abstient?
À l'unanimité, merci. Point numéro 2. Décision modificative numéro 1 sur la plantation des arbres. Le maire rappelle au conseil municipal sa précédente délibération par laquelle il a statué la signature d'un contrat entre la commune et la SASU Naudet Reboisement, située 4 rue de Lugny, 21 290, Le Glay, afin que cette entreprise procède à des plantations d'arbres et d'arbustes sur la parcelle cadastrée section BX numéro 5, lieu dit la transaction. Le devis des travaux s'élève à 12 475,68 € hors taxe, soit 13 723,25 € TTC. Ces plantations feront l'objet d'une aide financière reversée par l'entreprise Naudet Reboisement à hauteur de 4 000 €. Compte tenu de l'état d'avancement des opérations budgétaires du budget bois et forêt en 2021, et afin de pouvoir payer la société SASU Naudet Reboisement le plus rapidement possible, dès lors que les travaux auront été effectués, le maire propose de procéder à des réajustements de crédit pour la section d'investissement du budget annexe bois et forêt 2021. Il soumet donc au conseil municipal la décision modificative numéro 1 qui lui demande d'approuver. Donc, article 21-21, libellé plantation d'arbres, donc au budget prévisionnel était 0 €. Décision modificative numéro 1, on met 12 500 €. Article 23-15, travaux divers d'entretien pour 12 000 €. En décision modificative, moins 8,50 et 0 €, ce qui fait 3 500. Donc des totaux à 12 000 prévus au budget d'investissement, modificative à 4 000, ce qui nous fait un total de 16 000 €. En recettes d'investissement, article 131, subvention pour la plantation des arbres. Donc décision modificative numéro 1 à hauteur de 4 000 € avec un total de 4 000 €. Des questions ? Non, juste une petite remarque. Donc les 4500 de clôture, je pense qu'ils sont en fonctionnement. Oui. Parce que j'ai appris, c'est ça? Vu qu'il y a 4500 € en plus pour le... À 9000. Donc ça, c'est du... Et la pause aussi en fonctionnement, d'accord? Parce que là, ça apparaissait pas. C'est dans le budget annexe bois, fonctionnement, c'est ça? Ouais. Ok, d'accord. Non, mais c'est... Okay. Non, ça, c'était une question. Et après, j'ai une remarque. Là, on voit bien que là, en 23-15, au niveau donc investissement, il y avait 12 000 €. On retire donc 8 500 parce qu'on s'en est pas servi. Ça, c'est une ligne. Chaque année, on était entre 8 et 15 000. Hein, c'est la ligne qui sert à refaire le chemin, entretenir les chemins. Et donc, c'est juste un constat. On voit que cette année, les chemins n'ont pas été entretenus. On le voit sur le budget, mais on le voit aussi quand on se voit en forêt. Comme l'a dit Jean-Marie, la forêt, ça s'entretient aussi. Et là, ça apparaît, c'est net. Il n'y a pas eu de dépenses d'entretien sur les chemins. Alors, vous savez que le budget bois n'est pas non plus extensible. Donc, après, on a fait des choix de reboisement et de faire un budget relativement, on va dire, raisonnable et raisonné. Voilà. Après, on est sur des décisions, notamment du reboisement, des projets, à mon sens, pour l'avenir. Après, il est important aujourd'hui de se projeter. Vous savez aussi bien que moi que nos forêts ne vont pas très bien. Donc voilà, c'est des choix qui ont été faits et qui posent, à mon sens, voilà, c'est tout en bonne intelligence, dans le sens où il est nécessaire de donner des forêts aux générations à venir. Alors vous dites que les forêts vont pas très bien. Je peux vous dire que contre Aix-et-Ville, on a la chance d'avoir des forêts de chêne. Et le prix du chêne par rapport au prix du hêtre, c'est pas commun. Un chêne, vous avez le problème de l'abattre et de débarder sera le même prix que pour un hêtre ou un frêne. À ce ci vous avez 350 mètres cubes de frêne qui vont être vendus sûrement à 100 € le mètre cube. Le chêne, c'est entre 300 et 500 mètres. Je ne vous parlais pas finance, monsieur Henriot, et on en parlera, mais on peut en parler à un autre moment. Je veux dire, le débat... Non, mais finance, qu'à Surcy, où est-ce qu'il se passe? C'est qu'à Surcy, où se passe la parcelle-là, c'est un chemin qui sert beaucoup aux gens des Lilas pour se promener. Oui. Et oui, qui n'est pas derrière chez monsieur le vieux, je vais à la chasse, je sais comment c'est, je mets souvent les panneaux, parce que beaucoup de gens se promènent soit en vélo, soit à pied. Et tout de suite, on regagne la Grande Sommière, et on regagne, si on veut faire le circuit des Trois Lacs, Vignéville, Saussure et Contrex, on passe par là. Donc, il y a un petit chemin, ce petit chemin-là, j'ai calculé, n'ayez pas peur, moi je suis technicien. Il y a 250 mètres de long, avec un camion de plaquettes, 2 camions de 0,6, il y en a pour 1 500 € et 3 bois d'eau. Attention, il faut mettre des bois d'eau, parce qu'il y a des passages, c'est que l'eau ravine tout.
Alors, j'entends bien vos conseils. Je suis moi-même vététiste, donc je connais très bien les chemins des forêts de Contrex. Oui. Donc, je sais aussi le parcours des laquia, pas de souci là-dessus. Maintenant, comme je vous ai dit tout à l'heure, on échangera sur vos conseils, comprend, il n'y a pas de problème. On est ouvert aux conseils, bien entendu. Moi-même, en tout cas, je veux bien votre expérience, il n'y a aucun souci là-dessus. Maintenant, voilà, il y a eu des choix de fait. Après, on est au début, on va faire d'autres choses. Maintenant, voilà, les étapes se succéderont. Comme là, vous allez mettre des panneaux pour indiquer aux gens ce qu'on fait, la population, donc vous faites qu'au moins les gens puissent aller correctement à cette parcelle-là. On en discutera avec plaisir. Alors, on prend bonne note de vos remarques et je pense que Johanna a prévu une prochaine commission, comme elle vous l'a indiqué, sur le thème de la forêt. Et ça sera également l'occasion d'évoquer tous ces sujets avec vous. Voilà. Et de prendre en compte les remarques. C'est évident que si on fait un travail sur la parcelle derrière la menuiserie Le Vieux, eh bien, si le chemin est abîmé, oui, évidemment, on le remettra en état. Donc, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Nous allons passer au point numéro 3. Alors, le projet de sage des GTI. La nappe des grès du Trias inférieur, GTI, est exploitée par différentes catégories d'usagers pour leur consommation en eau. Une partie de cette nappe, appelée zone sud-ouest, dans laquelle notamment Contrexéville pompe son eau potable, est en déficit quantitatif. Les prélèvements annuels y sont supérieurs à la recharge de la nappe. Cette recharge annuelle est de 2,1 millions de mètres cubes. En 2010, les usagers de l'eau en consommaient 3,3 millions de mètres cubes et en 2019, la consommation s'élevait à 2,6 millions de mètres cubes. L'effort doit donc se poursuivre pour atteindre au moins les 2,1 millions de mètres cubes, permettant l'équilibre entre recharge et prélèvement annuel dans cette nappe. Un schéma d'aménagement et de gestion des eaux, SAGE, a été sollicité afin de pallier à ce déséquilibre quantitatif, et sa rédaction vient d'être finalisée avec l'objectif suivant: le retour au bon état quantitatif de la nappe des grès du Trias inférieur au plus tard en 2027. Le projet de SAGE des GTI a été adopté par la Commission locale de l'eau en avril 2021 et est constitué des documents suivants: le plan d'aménagement et de gestion durable, PAGD, et ses annexes, le règlement contenant 2 règles, l'évaluation environnementale ainsi qu'un résumé non technique de cette évaluation. Le conseil départemental, structure porteuse du SAGE des GTI, sollicite, dans un courrier du 25 juin 2021, l'avis de la commune de Contrexéville sur le PAGD et le règlement du SAGE. Cet avis doit parvenir à la commission locale de l'eau avant le 20 novembre prochain. Le PAGD donne un cadrage des actions à mener pour tous les usagers par le biais de 14 dispositions complétées par 2 règles dans le règlement qui sont les suivantes. Règle numéro 1, partager la ressource en répartissant les volumes disponibles. Objectif de répartition par usage, domestique et assimilé et industriel, avec priorité donnée à l'alimentation en eau potable. Les modalités de répartition des 2,1 millions de mètres cubes pour le secteur sud-ouest en 2027 sont fixées par catégorie de la façon suivante. Donc sur le secteur sud-ouest, 55%, ça soit 1,155 millions de mètres cubes par an. Usage industriel, 45%, 0,945 mètres cubes par an. Sur le secteur nord, on parle de 80% en usage domestique, soit 1,28 millions de mètres cubes par an, et 20% en usage industriel, soit 0,32 millions de mètres cubes par an. Règle numéro 2, gérer les nouvelles autorisations de prélèvement. Les dispositions impliqueront notamment pour Contrexéville l'amélioration du rendement de réseau de distribution de l'eau potable, la mise en place d'un dispositif d'économie d'eau à destination de l'ensemble des usagers, la réalisation de campagnes de sensibilisation aux économies d'eau à mener vers différents publics, la réflexion sur des solutions de substitution de ressources. L'ensemble des documents sur lesquels est sollicité l'avis de la commune est consultable sur le site du SAGE des GTI, onglet ressourcerie, documents du SAGE. L'adresse du site internet permettant d'y accéder est celle inscrite, soit https://sagegti-vosges.fr. Le conseil municipal est donc invité à se prononcer afin d'émettre son avis sur le PAGD et le règlement de ce projet de SAGE des GTI.
La commission Eau et Développement durable réunie le mardi 9 novembre 2021 a émis un avis favorable avec une réserve sur l'objectif du niveau de rendement à 90% qui lui paraît inatteignable dans les délais impartis. Allez-y, Madame Chaporsky. Oui, je tiens à développer plusieurs points. Premièrement, la gestion municipale de ce sujet. On peut s'interroger sur la gestion de ce sujet très important qui touche à l'avenir de tout le territoire et à l'accès à l'eau des usagers. La commission développement durable s'est réunie sur ce sujet la semaine dernière, nous laissant très peu de temps de travail sur un sujet aussi complexe. Seuls 4 conseillers de la majorité étaient présents, les 2 de la minorité étant là. L'avis de cette commission ne me semble donc guère recevable, étant donné le peu de personnes présentes. Et mon avis n'a pas été noté. Pourquoi ne pas avoir réuni l'ensemble du conseil municipal autour d'un temps d'information commun sur une question aussi complexe et qui engage l'avenir du territoire? Qui a réellement lu l'ensemble des documents? Ça, je me le demande, parce qu'ils sont quand même très lourds. Et pour être en mesure de décider, il est important d'être éclairé sur un sujet, c'est le socle de la démocratie. Je voudrais revenir aussi sur le fonctionnement non démocratique de l'association qui a été créée. Je l'ai déjà fait notamment à la communauté de communes. J'ai déjà dénoncé donc l'aspect non démocratique de l'association porteuse de la mise en place du projet, une association totalement fermée qui est tenue par un minimum d'élus. Ceci fait naître le doute quant à son impartialité et à son indépendance, et c'est bien dommage. Quand on n'a rien à cacher, on crée une structure plurielle qui rend des comptes à la population régulièrement. Maintenant, sur le projet du SAGE en lui-même. Après plus de 40 ans de surexploitation d'1 million de mètres cubes par an, nous sommes actuellement en situation d'urgence, notée dans tous les documents. Cette situation est aggravée par le changement climatique et les sécheresses sévères. Aussi, la date de 2027 pour un retour à l'équilibre nous semble bien trop tardive. Les mesures d'économie mettront du temps à être efficaces et les prélèvements se poursuivront à un rythme encore trop soutenu. Les eaux souterraines, on ne les voit pas, on n'y pense pas. Des études récentes, en particulier de l'Université de Cardiff, parlent de bombes à retardement environnemental, car le processus d'infiltration des eaux de pluie dans le sol peut prendre des siècles, alors que le réchauffement climatique va affecter les nappes phréatiques pour les générations futures. Le projet actuel comporte des imprécisions, en particulier les volumes d'eau dévolus aux usagers et la primauté qui doit être faite à ces mêmes usagers. Il est nécessaire d'imposer aussi des économies d'eau chiffrées plutôt que d'inciter. Le projet n'est pas assez prescriptif. Les recommandations et les incitations ne revêtent pas un caractère contraignant pour les acteurs concernés. Alors que se passera-t-il si les objectifs ne sont pas atteints? On est un peu comme dans les COP 21, on arrive à l'échéance, on n'est pas aux objectifs et on prolonge. C'est ce qui est à craindre. Maintenant, j'ai regardé ce que comprenaient les contrats de territoire eau et climat. Donc, je n'ai repris que quelques idées. Les principes directeurs ont été définis suite à une feuille de route souhaitée par l'État et entérinée en 2019. Et on voit que c'est encore pas mis en place en 2021. Je vais parler du principe numéro 3. Définir des objectifs ambitieux de réduction des consommations d'eau tous usages. Une large sensibilisation aux économies d'eau. Elle n'est toujours pas faite. Mettre en œuvre un grand plan d'économie d'eau, tous usages confondus, on attend encore. Les collectivités recenseront toute initiative des acteurs locaux favorisant les économies d'eau souterraines, tant en termes de réduction de la consommation que du recyclage, que du stockage, etc. Sont concernés les particuliers, les usages collectifs, les PME, les PMI, les artisans. À ma connaissance, on n'a pas encore cette large information à l'ensemble de la population. Donc on est déjà en retard puisque ça c'était déjà prévu en 2019 et on est en 2021. Globalement, par rapport à ce projet, il y a un manque d'ambition, il y a un manque de transparence, il y a un manque de précision dans les volumes d'eau, il y a une absence de mesures réellement contraignantes,
Donc nous n'approuverons pas ce projet et nous voterons contre. Alors, juste une petite précision quand même, parce que déjà, vous avez eu le loisir d'échanger avec l'hydrogéologue qui est Marine Dumont lors de... Attendez, laissez-moi finir. Oui, je vous laisse. Alors, et à savoir quand même que cette notion d'usage des GTI est quand même à l'étude depuis 2010. Vous étiez quand même élu au développement durable dans le précédent mandat, donc ce n'est pas un sujet que vous découvrez. En termes d'action, le sujet, certes, est repris. À cette heure-ci, les mesures qui devaient être entreprises, vous auriez très bien pu en faire également. C'est une chose. Par ailleurs, on est aujourd'hui sur une notion d'approbation, enfin au moins, non, je retire ce que j'ai dit, on est sur un avis consultatif sur le SAGE. Le SAGE a au moins le mérite d'exister. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un schéma directeur qui va nous permettre d'aller dans des actions. L'information du public, notamment PME, PMI, je suis bien placée pour vous dire qu'on reçoit depuis déjà maintenant 1 an et demi des messages de l'agence de l'eau Rhin-Meuse qui informent de ces problématiques. Donc ça, c'est une réalité qui commence à se faire. Après, le portage du SAGE est une décision qui va se prendre parce que c'est loin d'être quelque chose de facile à porter. Les mesures, comme vous avez lu, et pour vous répondre, oui, on peut lire l'ensemble du SAGE, même s'il y a des documents. Aujourd'hui, vous avez également eu, comme moi, la possibilité d'échanger avec des gens très compétents qui sont ingénieurs dans des domaines. On apprend au fur et à mesure de ce dossier. Il est clair qu'il y a énormément de travail à faire. Maintenant, ça ne se fera pas en 2 coups de cuillère à peau. Et je pense que M. Henriot, qui siège à la clé, est à même de vous dire également qu'il y a un gros travail qui a été fait, qu'il y a un travail qui va se faire et que c'est un projet d'avenir. Et c'est vrai que la notion d'urgence, on l'entend. Maintenant, voilà, c'est les prémices. Ça a au moins le mérite d'exister et ça nous donne les lignes directrices. Oui, mais quand même, ça fait des années qu'il y a des études et des réunions de la clé, et on a quand même du mal à voir des décisions arriver. L'information de la population, qui est la première des choses, l'information de la population, elle n'est pas faite. Et vous-même, Madame Jaworski, vous avez organisé des réunions publiques au précédent mandat pour expliquer ? Écoutez, je n'étais pas membre de la clé, je n'avais pas la connaissance complète. Puis, les décisions de la clé, les dernières décisions de la clé, elles ne se sont pas faites sous notre mandat. C'est très récent, les dernières. Ça a été complètement remodifié. Ce document a été complètement revu, puisque les premières décisions qui étaient d'aller chercher de l'eau à l'extérieur n'ont pas été maintenues. Il y a eu donc une refonte complète. Voilà. Il y a eu des décisions, c'est tout à fait vrai. Maintenant, tout ce qui est usage de l'eau, économie, etc., ça existait déjà. Donc, à partir de là, il y aurait pu... Après, ce n'est pas une question ni de donner des leçons, je ne donne pas des leçons. Maintenant, il est clair que c'est une notion qu'il faut faire. Je suis d'accord avec vous, il faut la partager et plus ça se sera su, plus on avancera. Maintenant, vous êtes d'accord avec moi que ça ne se fera pas en 2 jours. Donc, justement, on voit déjà du retard au départ, puisque c'est quand même par rapport à cette échéance de 2027. Mais le premier CTEC est réclamé en début d'année et il sera fait en début d'année. Voilà. Je regrette quand même que pour nous, on prend cette décision, la date butoir est dans 5-6 jours, on prend cette décision maintenant. On a eu la réunion la semaine dernière, même pour communiquer entre nous, vous avouerez que ce n'est pas facile, et puis il faut quand même entre-temps avoir le temps de travailler sur les documents. Voilà. Moi, je pense que ça ne va pas assez vite, je ne vais pas recommencer ce que j'ai déjà dit. Je pense qu'il y a urgence, tous les documents marquent l'urgence de la situation. Donc, je n'ai pas inventé ça. Hein. Nous avons bien entendu vos arguments, Madame Jaworski. De toute façon, sur ce dossier, je pense que nous ne sommes pas forcément toujours en phase, on est bien d'accord. Donc, maintenant, je vais vous proposer d'émettre un avis, sauf si quelqu'un a encore une remarque. Je vais répéter, non, mais sur le fond, je ne vais pas revenir, mais sur la forme, ça marche là ? Ouais. Oui, ça marche. Mais sur la forme, c'est quand même un peu léger. Vous avez quand même reçu un courrier du département, enfin je répète, au mois de juin, on aurait quand même pu faire une réunion ou 2 informelle. Là, moi je suis allé sur le site, là, donc SAGE GTI, c'est des centaines de pages, même des milliers, je suis sûr, parce qu'il y a 30 documents, et dans chaque document, il y a des sous-documents. On peut pas... Alors c'est sûr, c'est pas un sujet nouveau, je suis d'accord, mais là, on est un conseil municipal, c'est quand même au maire de faire en sorte que ses conseillers aient les éléments pour prendre une décision. Et là, même le document en annexe, s'il n'est pas commenté, il n'est pas si simple à comprendre. On a des beaux graphiques, des courbes. Donc je pense qu'on aurait pu, depuis le mois de juin, faire 1 ou 2 réunions formelles de tout le Conseil, avoir donc les gens qui sont venus à la Commission nous présenter. Là, c'est quand même... on vote sans avoir connaissance de ce qu'on vote aujourd'hui, même si c'est un sujet qui n'est pas nouveau et qui est complexe. Je trouve que sur la forme, ce n'est pas très bon.
Monsieur Milot. Moi, je voudrais juste une petite précision. Madame Goulin, vous dites qu'on n'a rien fait pendant le mandat précédent. Elle n'a Je pas dit m'explique. ça. Si. Après, moi, j'ai fait partie du SAGE. Au niveau du SAGE, pendant 6 ans, les 2 premières années, nous avons fait un travail énorme avec le SAGE. Après, il y a eu l'histoire de l'association qui a fait le bordel. On va être clair. Il y a eu des menaces de mort. Le préfet a tout arrêté. Il y a eu des actions menées, après, avec la communauté de communes Terre d'eau, sur les manifestations éco-responsables. Ne dites pas qu'on n'a rien fait, parce qu'il y a des choses qui vont fâcher, sinon. Alors, Madame Goulin n'a pas dit que vous n'avez rien fait. Par contre, quand vous parlez de la notion de partage, excusez-moi, mais pour avoir été élu lors du précédent mandat aussi, j'ai pas eu le sentiment que tout était vraiment partagé non plus. Donc, oui, enfin, en tout cas, vous donnez beaucoup de leçons, mais je suis pas sûre qu'il y avait beaucoup de réunions non plus, ni de réunions de commission. Je suis désolée de vous le dire. Donc voilà. Après, on vous demande d'émettre un avis. On a bien compris votre position. Voilà, donc je vais demander au conseil municipal de se prononcer. Nous vous proposons d'émettre un avis favorable. Donc, qui est contre? Voilà. Qui s'abstient? Monsieur Henriot. Merci pour cet avis. Nous allons passer au point suivant. Donc, l'étude stratégique et de positionnement pour le développement touristique du site des Lacs de la Folie. Demande de subvention auprès de la région Grand Est. Le site des Lacs de la Folie représente un pôle touristique majeur pour la commune de Contrexéville. Le site, accessible depuis une seule route, est situé au cœur de la forêt communale. Il dispose d'une capacité importante de stationnement et concentre de nombreuses activités de plein air et de loisirs, telles que hôtels, restaurants, aires de jeux pour enfants, piscines gratuites ouvertes en été, blocs sanitaires, aires d'acrobranche, escape game, location de pédalo et pratique de la pêche. Le site est de plus très fréquenté par les joggeurs et les promeneurs qui empruntent le cheminement qui ceinture les 2 plans d'eau, accessible à vélo, poussette ou en fauteuil. Il est enfin le départ de nombreux sentiers balisés et ombragés. Pendant l'été 2021, une enquête a été menée in situ pour collecter différentes informations, dont le ressenti des utilisateurs, leur provenance et leur avis sur les pistes d'amélioration. Dans l'ensemble, les utilisateurs sont locaux et très attachés à l'aspect naturel et préservé du site. Dans le cadre du dispositif Bourg-Centre Petite Ville de demain, les projets leviers de la commune ont été définis pour redynamiser la ville. Le développement du site des Lacs représente un de ces projets leviers hors Bourg-Centre. C'est pourquoi le secteur d'intervention du dispositif sera prochainement élargi. Conservant les 5 périmètres d'action du centre-ville, le secteur des Lacs sera ajouté. Il sera alors inscrit dans l'opération de revitalisation du territoire prochainement discutée. Ce site, qui représente un intérêt de développement conséquent, pourrait devenir un projet levier qui permettrait de désaisonnaliser le tourisme, d'attirer plus de visiteurs sur le territoire communal dans son ensemble, y compris en centre-ville, et pourrait inciter les acteurs privés à investir sur la commune. Ainsi, afin d'accompagner les élus dans la décision, une consultation est en cours afin de retenir un bureau d'études spécialisé à même de définir la future stratégie et le positionnement envisagé pour le développement touristique des lacs. Un budget prévisionnel de 35 000 € est prévu pour le financement de cette étude de positionnement, subventionné à 50% par la Banque des Territoires et la région Grand Est, la commune étant inscrite dans le dispositif Petite Ville de demain. La commission tourisme a été informée du projet lors de sa séance du 26 mai dernier. Il s'agit pour le conseil municipal d'approuver le lancement d'une étude stratégique et de positionnement touristique du site des Lacs de la Folie, de solliciter pour cette opération le partenariat de la Banque des Territoires et du Conseil régional Grand Est dans le cadre des missions d'accompagnement proposées aux communes inscrites dans le dispositif Petite Ville de demain, de solliciter une subvention auprès du Conseil régional Grand Est au plus haut taux afin de financer cette étude, et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tous les documents afférents à ce dossier. Avez-vous des questions ? Juste, donc j'ai vu sur le site des Lacs que la consultation avait été lancée et les offres devaient être remises avant le 15 octobre, je crois. Oui.
Donc ça y est, c'est fait. Vous avez retenu le cabinet ou Pas encore. Pas encore. En fait, on a retenu un cabinet, c'est en procédure, il faut attendre les délais légaux pour vous annoncer la fin de la procédure. D'accord, donc on n'a pas non plus le coût exact encore. Non. Voilà, donc de toute façon là, on est sur c'est trop tard pour se prononcer, hein, puisque c'est fait. Mais bon, en effet, on avait été prévenu en commission. Juste une question sur les subventions. Donc les subventions, c'est bien 50% au total, région et... C'est ça. Parce que là, on sollicite que le conseil régional. Mais donc c'est bien, on aura 50% donc à notre charge. Oui. Oui. Non, parce que c'est précisé que c'est financé à la fois par la région et la Banque des territoires, et on demande que à la région. Là. Ça, je ne comprends pas, quoi. Agnès. La Banque des territoires, en fait, accompagne. C'est le financeur, Ah, parce que c'est précisé, voilà, subventionné à 50% par la Banque des territoires et la région Grand Est. Et après, on sollicitait que la région. Parce que c'est que la région qui finance, mais la Banque des territoires accompagne le projet. Ah, d'accord. Donc c'est pas les régions. Ouais. Ça Ok. manque peut-être de... Non, mais voilà, je ne comprenais pas le résiduel, surtout, à la commune. Donc 50%. Ouais, puis après, j'ai une autre remarque. Alors, donc j'ai bien compris que ce n'était pas au départ rattaché, si j'ai bien compris, à l'opération Petite Ville de demain, puisque c'est un axe d'action, on le rattache. C'est ça. C'est Donc, ça. ce que je voulais juste rajouter, le principe de ces projets de Petite Ville de demain, de Bourg-Centre, c'est quand même d'associer la population, de consulter la population. Ouais. Là, il y a eu en effet un petit sondage de fait sur le lac avec les gens qui s'y promenaient. Donc, dans cette étude-là, est-ce que la population locale sera associée, enfin, population et acteurs Alors, puisque là, normalement, si on respecte la charte des Petites Villes de demain, on doit associer tout le monde. je vais pouvoir vous répondre. Alors déjà, l'enquête qui a été menée cet été, pourquoi elle a été faite cet été? Tout simplement pour pouvoir abonder le travail du cabinet, et surtout, c'est une période où il y a le plus de monde sur le site des lacs. Donc en aucun cas, les Contrexévillois n'ont été oubliés, puisque l'enquête a été présentée également en commission tourisme, et vous avez vu qu'il y a Les chiffres, ouais. on n'a pas interdit aux Contrexévillois d'y répondre, bien au contraire. Ensuite, nous attendons la désignation du cabinet avec qui on va travailler et qui va nous faire des propositions pour associer la population. Ouais, moi, je pense que dans le cahier des charges, il faut bien inclure ça. Mais ce Qui volet, ne sort c'est pas une étude été comme on voit intégré. quelquefois. Voilà. Voilà. Donc ça sera intégré, la population, les acteurs locaux seront bien associés, consultés. Oui. Ok. Sous quelle forme, je ne peux pas vous le dire D'accord. encore. Et je tiens à préciser qu'évidemment, les Contrexévillois sont utilisateurs du site, comme tout un chacun, et que la complexité du site, ça va être justement de mixer les différentes populations. Oui, ça fait aussi partie de la commission environnement, ça aurait été un sujet intéressant à travailler. Je trouve qu'un groupe de travail d'élus, ça aurait été aussi intéressant de les consulter. Et puis, vraiment, je vais compléter ce qu'a dit Thierry, tout ce qui concerne l'environnement et l'aménagement de la ville, c'est quand même un travail de partenariat avec la population et de co-construction des projets avec la population. Parce qu'au niveau du projet Bourg-Centre, on a quand même du mal à voir quand est-ce que la population est consultée. À part les 2 heures qu'on a eues à marcher au pas de charge dans Contrex au début, c'est tout ce qu'il y a eu à ma connaissance. Je rappelle qu'entre-temps, on a eu une pandémie. Je rappelle aussi, oui, mais enfin, je rappelle également, quand on nous reproche de ne pas communiquer sur Bourg-Centre, lors de la fête de l'automne, une exposition avait été mise en place tout le week-end avec la présence des élus pour expliquer le projet. Voilà, donc dès qu'on a... Je ne parle pas d'expliquer le projet, je parle d'associer la population à la construction des projets, ce qui n'est pas la même démarche. On est d'accord, mais dans Voilà. un premier temps, la présentation du projet Oui. est importante également. Voilà. On l'a déjà eu plusieurs fois, la Peut-être que vous présentation l'avez du eu, projet. vous, plusieurs fois, mais en tout cas, on a des Contrexévillois qui sont venus à notre rencontre pour C'est qu'on très leur bien. explique le projet. C'est très bien. Voilà. Donc, ça va faire l'objet d'une phase suivante. Parce que, nous, au niveau des élus, on voit mal où va le projet Bourg-Centre, où est-ce que vous en êtes. On n'a pas énormément d'informations là autour. Et on n'est pas associé non plus. On voit arriver les projets, mais on n'y est pas associé. Alors moi, en l'occurrence, beaucoup de projets sont quand même discutés en commission. Donc vous ne pouvez pas dire que vous n'êtes pas forcément systématiquement pas associé au projet. Pas sur les commissions auxquelles je participe.
Ben, vous n'êtes pas à toutes les commissions non plus. Notamment l'étude sur le site des lacs, elle est discutée en commission tourisme. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'environnement, c'est transversal. Et le site des lacs, avec la forêt, l'eau, c'est vraiment un projet qui touche à l'environnement et de très près. Donc, mais comme tous d'où les la projets, nécessité de... Comme tous les projets. Et je pense qu'il y aura un volet, évidemment, développement durable qui sera intégré dans cette étude. Ça sera obligatoire. Mais bien sûr. C'est parfait. Donc, je vais vous demander de passer au vote. Qui est pour? Non, mais voilà, vous suivez. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Point numéro 5. Travaux de confortation du pont de la gare. Demande de subvention auprès de l'État dans le cadre du dispositif d'appui à l'investissement local 2022 et auprès du Conseil départemental des Vosges. Le maire rappelle au Conseil municipal que dans le cadre du plan pluriannuel d'investissement, la commune envisage la création d'un espace multimodal sur le parvis de la gare SNCF afin d'améliorer les services rendus à la population du territoire intercommunal en faveur de la mobilité. Il rappelle que suite à l'interruption de la desserte ferroviaire de la gare de Contrexéville en décembre 2016, le trafic a été transposé en car TER. Ce service routier est venu s'ajouter au service de la ligne interurbaine des Vosges, Fluo, déjà présent sur la commune. Cette augmentation sensible du trafic poids lourd a entraîné une dégradation importante du parvis de la gare, intégré en grande partie au domaine public communal, ainsi que du pont situé rue du Roi Stanislas et desservant ce parvis. Cet ouvrage d'art, situé sur une voirie communale, constitue l'unique accès à la gare. Une première intervention de mise en sécurité par étaiement de l'ouvrage a été rendue nécessaire suite à l'effondrement d'une partie du mur de soutènement en 2019. Une étude diagnostique a ensuite été réalisée par un bureau d'études spécialisé en 2020. Il est aujourd'hui indispensable d'engager des travaux de confortation de l'ouvrage en 2022 afin de garantir un accès à la gare sécurisé et fluide pour les véhicules légers ainsi que les véhicules de transport de passagers, dans l'optique de permettre le démarrage des travaux de création de l'espace multimodal dès 2023. La mission de maîtrise d'œuvre va être lancée. Le conseil municipal est informé que cet ouvrage est situé en périmètre protégé au titre de la proximité avec un monument historique, la gare ferroviaire qui est classée. Par ailleurs, il est rappelé que Contrexéville est engagé depuis 2019 aux côtés de Vittel dans le programme départemental de revitalisation des bourgs-centres. Pionnière dans la démarche de revitalisation, la commune a ensuite intégré en 2020 le dispositif Petite Ville de demain. L'étude de revitalisation de bourgs-centres validée en 2021 a ciblé le parvis de la gare et son accès comme une priorité d'intervention dans la fiche action numéro 6. La qualité piétonne des parcours au centre-bourg. L'objectif est de développer des parcours multi-thématiques lisibles de découverte de la ville, ce qui passe par la requalification des points d'entrée piétons des centres-bourgs. La gare est en effet un point d'entrée important avec la réouverture de la ligne ferroviaire 14 à l'horizon 2025. Cette entrée de ville doit être requalifiée afin d'inciter les passagers et les badauds à se rendre au centre-ville. Le descriptif des travaux. Les travaux consistent en la rénovation complète de la voûte, le remaçonnage complet des murs tympans et retours, ainsi que la démolition des encorbellements béton. Une dalle de répartition en béton armé faisant office de tablier sera ensuite créée. La commune peut envisager un financement partiel de cette opération en sollicitant le dispositif d'appui à l'investissement local, mis en place par l'État pour accompagner les projets d'investissement des collectivités territoriales. Le projet peut être inscrit dans un des axes retenus au titre des pactes territoriaux de relance de la transition écologique pour renforcer la mobilité. La commune peut également solliciter le Conseil départemental des Vosges au titre de l'aide apportée pour les travaux d'investissement sur la voirie communale, réhabilitation d'un ouvrage d'art. Budget et plan prévisionnel de financement. Coût prévisionnel total de l'opération maîtrise d'œuvre comprise, 320 000 € hors taxes. Montant sollicité au titre du Fonds public de soutien à l'investissement local, 40%, donc 128 000 €.
Montant sollicité au titre de l'aide du Conseil départemental des Vosges à hauteur de 8%, soit 25 600 euros. Montant des aides publiques sollicitées, 153 600 €. Montant prévisionnel d'autofinancement, 166 400 € hors taxe. Délai de réalisation, démarrage de l'opération au deuxième semestre 2022. Il s'agit pour le conseil municipal d'approuver le projet d'investissement tel que décrit ci-dessus, ainsi que le plan de financement afférent, de solliciter une subvention auprès de l'État au plus haut taux dans le cadre du dispositif d'appui à l'investissement local, de solliciter une subvention auprès du Conseil départemental des Vosges au plus haut taux dans le cadre du programme d'aide aux travaux d'investissement sur la voirie communale, et d'autoriser le maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette affaire. Avez-vous des questions ? C'est un dossier déjà qui est ancien, on l'a Oui. connu avant vous. Enfin, non, moi j'aurais juste deux questions par rapport aux subventions. Nous, à l'époque, le maire pourrait vous le dire, on comptait demander des aides à la région, puisque c'est quand même des bus, le transport, c'est la région qui le gère, c'est quand même des bus, même c'est écrit en début du texte. On aurait pu solliciter la région. En plus, on est sûr, en effet, on rattache ça aussi au projet donc Centre-Bourg, on parle de tourisme, donc c'est un gros projet, c'est pas juste de la simple voirie. Donc pourquoi ne pas demander des aides à la région? Et pourquoi ne pas demander aussi un taux majoré au département? Parce que là, on est au taux basique, donc c'est le taux communal de 8% pour de la voirie. En passant par la Comcom, on peut avoir plus 10 quand on motive un peu le projet, quand on sort de la simple voirie, donc c'est le cas. Donc pourquoi vous ne demandez pas plus de subventions à ces deux organes? Alors pourquoi on peut toujours demander. C'est vrai que la réflexion s'est posée autour de la table avec la région. Donc pour l'instant, ce n'est pas d'actualité. La région affiche son soutien, ils ont l'occasion de nous soutenir. Pourquoi ils ne font pas? Pourquoi ne pas au moins le demander? Agnès, est-ce que vous pouvez répondre puisque le dossier est un peu plus ancien? Juste préciser que ces chiffres ont été réactualisés, et notamment la maîtrise d'œuvre en date du 10 novembre 2021, puisque le dossier avait déjà été évoqué et on était parti sur les anciens chiffres, donc le dossier a été quand même réévalué. Alors, effectivement, la région est partie prenante de la réflexion depuis plusieurs années. Par contre, la région, effectivement, saucissonne, je reprends le terme qui a été utilisé tout à l'heure, et ne considère pas que la rénovation du pont, parce qu'il s'agit d'une rénovation du pont, fasse partie du projet de réhabilitation et de réaménagement du parvis de la gare. Donc, effectivement, la question a déjà été posée plusieurs fois, et on a eu une fin de non-recevoir sur cette partie-là. Quant au taux majoré qui s'applique sur des opérations d'envergure, effectivement, là, le taux n'a pas été envisagé, pas inscrit dans le cadre des contrats, de la contractualisation qui est menée avec le conseil départemental. Le taux majoré est envisagé pour la partie du parvis, donc l'aménagement et la création de l'espace multimodal. Puisque là, on est sur une rénovation d'un ouvrage d'art. Et d'ailleurs, l'année dernière, l'État ne finançait pas ces travaux. On a bénéficié, en analysant la circulaire de la dotation DSIL 2022, on a imaginé, enfin on a analysé, on a pu, avec les agents de l'État, cibler une possibilité de subvention qui n'existait pas l'année dernière. Donc l'État, c'est une bonne nouvelle, si ça passe, tant mieux, mais au mois d'avril ou mai, en Comcom, on a redélibéré pour ces projets qui peuvent avoir 10% de plus, on aurait pu mettre ce projet-là. Je vois pas, c'est un projet par an, on pouvait le mettre. C'est 10%, c'est pas négligeable. Oui, c'est vrai que c'est pas négligeable. Après, je pense que le projet global de l'espace multimodal sera intégré. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir? Donc je vous propose de passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Point numéro 7, cession d'un terrain communal rue Maurice Collin.
Ah, pardon, j'étais un peu trop vite. Ah oui. En plus, le point numéro 6 est aussi important. Élection de la commission de concession. Alors, il est rappelé au conseil municipal que conformément à l'article L 1415-5 du Code général des collectivités territoriales, dans le cadre de la procédure de concession d'un service public par une collectivité, les plis contenant les candidatures et les plis contenant les offres sont analysés par une commission composée de l'autorité habilitée à signer la concession de service public ou son représentant dûment habilité par délégation, président de la commission, 3 membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste, qu'il est procédé selon les mêmes modalités à l'élection des suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires, que le comptable de la collectivité et un représentant de la DDPP peuvent également siéger à la commission avec voix consultative s'ils y sont invités par le président de la commission, que des agents de la collectivité ou des personnes extérieures à la collectivité, après désignation par arrêté du président de la commission, peuvent également participer aux réunions de la commission avec voix consultative, qu'il y a lieu de procéder à l'élection de la commission prévue par l'article L 1411-5 du Code général des collectivités territoriales, que par délibération du 22 septembre 2021, il a déterminé les modalités d'élection de la commission de concession pour toutes les procédures de passation des concessions de la collectivité et notamment les conditions de dépôt des listes des candidats. Vu l'article 1411-5 du Code général des collectivités territoriales, vu les articles D 1411-3 à D 1411-5 du Code général des collectivités territoriales relatifs à l'élection des membres de la commission concession, il est proposé au conseil municipal de procéder à l'élection de la commission de concession. Donc, suite à un échange avec M. Thierry Danet, il est proposé de faire liste commune. Je vais dans un premier temps vous demander si vous acceptez que le vote ait lieu à main levée. Donc, je voudrais savoir qui est contre, qui s'abstient. Donc, je vous remercie. Nous allons procéder au vote à main levée. Je vais vous présenter la liste. Donc, en plus de Monsieur le maire, 3 titulaires sont proposés. Monsieur Jean-Marc Deluse, Madame Véronique Perrusso, Monsieur Thierry Danet. En tant que suppléant, nous proposons Madame Johanna Goulin, Madame Stéphanie Brenier et Monsieur Pascal Milot. Donc, je vous propose de passer au vote. Qui est contre cette liste? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors maintenant, nous allons passer au point numéro 7. Cession d'un terrain communal rue Maurice Collin. Depuis plusieurs années, certains riverains habitant côté impair de la rue Maurice Collin ont fait part à la commune de leur souhait de se porter acquéreurs d'une emprise foncière, issue du terrain communal situé entre leur propriété et le cimetière communal, lieu dit les Grands Jardins, cadastré section AZ numéro 225, 227 et 269. Ce terrain RB est enclavé et non bâti. Il est situé en zone UBC du PLU et la commune n'en a aucun usage. La commune n'ayant pas d'utilité à aménager ce terrain, elle pourrait céder aux riverains une bande dont la largeur serait déterminée par celle de leur propriété et dont l'usage serait uniquement réservé à du jardin d'agrément. La commune se réservant un accès le long du mur du cimetière d'environ 3 mètres de large afin de pouvoir intervenir facilement en cas de besoin. Cette emprise foncière a tiré des parcelles cadastrées AZ numéro 225, 227 ou 269 serait cédée pour chaque administré intéressé sur la base d'un prix évalué à 6 € le mètre carré, conformément à l'avis du pôle d'évaluation domaniale de la DDFIP des Vosges, référencé 2021-88-114-V0093 du 8 mars 2021, frais d'acte, géomètre et notaire en sus à la charge de l'acquéreur. Par courrier du 31 mars 2021, le maire a donc sollicité l'ensemble des riverains du terrain concerné afin d'obtenir leur position au regard de cette proposition. Monsieur et Madame Claude Barcy, propriétaires au numéro 163 de la parcelle cadastrée à section AZ numéro 67,
et monsieur et madame Pascal Duban, propriétaires au numéro 147 de la parcelle cadastrée section AZ numéro 68, ont fait part de leur souhait de se porter acquéreurs. La vente au profit de monsieur et madame Claude Barcy porterait sur le bien désigné ci-après une superficie de terrain en herbe d'environ 600 m², jouxtant la parcelle AZ numéro 67, à extraire des parcelles cadastrées AZ 227 et AZ 269. La vente au profit de monsieur et madame Pascal Duban porterait sur le bien désigné ci-après une superficie de terrain en herbe d'environ 575 m², jouxtant la parcelle AZ numéro 68 à extraire de la parcelle cadastrée AZ 227. Vu le Code général des collectivités locales, vu le Code général de la propriété des personnes publiques, il est proposé au Conseil municipal d'approuver la cession d'une emprise foncière d'environ 600 m² à extraire des parcelles cadastrées AZ 227 et AZ 269 en prolongement de la parcelle AZ numéro 67 au profit de monsieur et madame Claude Barcy, ou toute personne qui se substituera domicilié 163 rue Maurice Collin, et propriétaire de la parcelle AZ numéro 67, la superficie du terrain cédé étant ultérieurement précisée par bornage. D'approuver la cession d'une emprise foncière d'environ 575 m² à extraire de la parcelle cadastrée AZ 227 en prolongement de la parcelle AZ numéro 68 au profit de monsieur et madame Pascal Duban, ou toute personne qui se substituera domicilié 147 rue Maurice Collin et propriétaire de la parcelle AZ numéro 68, la superficie du terrain cédé étant ultérieurement précisée par bornage. De fixer le prix de vente de la superficie cédée à 6 € hors taxe le mètre carré, frais d'acte en supplément, d'autoriser le maire ou son représentant à signer tout document et acte notarié afférent à cette opération, la rédaction de l'acte étant confiée à l'office notarial de Vittel. De préciser que les frais afférents à la division cadastrale à intervenir, qui sera réalisée par madame Merle, géomètre à Vittel, ainsi que les frais d'acte et d'honoraires, sont à la charge exclusive des acquéreurs. Y a-t-il des questions? Ouais, j'ai quelques remarques. D'abord, vous dites que l'usage serait uniquement réservé à du jardin d'agrément. Ça, je ne vois pas comment on peut l'imposer, puisque les zones UBC du PLU, ce sont des zones constructibles. On peut y construire une maison si on veut. C'est la même règle que la maison. Donc déjà, ce terrain, il peut être vendu et peut-être un jour revendu. N'importe qui peut y construire ce qu'il veut dessus. On ne pourra pas forcément donc laisser cette zone-là en naturel. Donc je ne comprends pas qu'il y ait cette clause dans la délibération, puisqu'elle ne pourra pas être respectée. Ensuite, forcément, si on vend du terrain constructible, là vous le vendez à 6 €. Si vous demandez au domaine le prix d'un terrain naturel en herbe, forcément ça vaut 6 €. Si vous lui dites que c'est un terrain constructible, ça vaut à peu près 4 fois plus. Donc je trouve que le prix est quand même bas. Ensuite, moi je pense que pourquoi, troisième remarque, pourquoi vous n'avez consulté que les riverains? Si vous voulez vendre les terrains, il fallait lancer une consultation générale, et n'importe quelle personne qui voulait acheter un terrain pour y faire un jardin, un verger, autre chose, il aurait pu. Là, la consultation a été très limitée. Je pense qu'il faut mieux toujours élargir, être plus transparent. Si vous vouliez que ces terrains restent naturels, vous auriez très bien pu faire le principe de jardin ouvrier ou autre chose, et là, la commune gardait la maîtrise et on était sûr de garder cette bande de terrain. Donc je trouve que là, cette vente, elle est quand même très limitée sur les acheteurs potentiels, à un prix très bas, et moi, je voterai contre. Si on prend l'intérêt général de la commune, c'est quand même de vendre ces terrains au meilleur prix, au prix que ça vaut, hein, pas plus cher, mais au prix que ça vaut. Si encore on était sur du terrain du terrain à bâtir, où on amène quelqu'un, une famille qui s'installe, on peut quelquefois faire un prix correct. Là, je ne vois pas pourquoi on vend ces terrains aussi bas et pourquoi on limite aussi aux riverains. Alors déjà, pour répondre à la question, la priorité a été donnée en l'occurrence aux riverains. Après, s'il reste des parcelles, il sera toujours temps de consulter d'autres personnes, sachant que ce sont des terrains qui sont en fin de propriété, qu'il n'y a pas d'accès. Il y a l'accès par le mur du cimetière. Donc c'est quand même un peu compliqué pour accéder et construire quelque chose par là. Là on
a un plan local d'urbanisme. Quelqu'un qui achète la parcelle, qui veut bâtir, vous serez obligé de lui laisser l'accès et de lui amener les réseaux. C'est le PLU. Mais comment? Expliquez-moi comment vous pouvez emmener... Je donne la parole à Nicolas Koenig. Je rappelle qu'il faut... Je pose juste la question parce qu'on parle d'un chemin d'une largeur de 3 mètres qui est contre un mur du cimetière, qui ne sera jamais carrossable. Donc ces terrains-là sont bloqués par les propriétés entre le mur du cimetière et les propriétés des riverains de la rue Maurice Collin. Donc comment amener une nouvelle propriété et un accès à cette nouvelle propriété plus tard? C'est compliqué. Enfin, voilà, je pose cette question-là. Quand on fait un plan local d'urbanisme et qu'on définit des zones constructibles, à l'époque ça a été voté en conseil et tout, on ne remet pas en cause ça. Mais si quelqu'un veut bâtir sur ces parcelles, la commune doit lui amener les réseaux et les accès. Elle est obligée, elle l'a classé constructible. Elle sera obligée. Les accès, les parvis. On en reste là. Elle sera obligée, elle passera côté école s'il le faut, mais elle sera obligée. Si les gens attaquent, portent plainte, le maire il devra trouver un accès. C'est un terrain constructible. Il est classé UB dans le PLU. Écoutez, monsieur Danet, si jamais ça devait se produire, je pense qu'on se reposera la question au conseil il sera trop municipal. tard. Il sera trop tard. Il sera peut-être trop tard, mais il sera toujours temps de trouver une solution. En tout cas, cette demande, c'est une demande récurrente de ces riverains. On a souhaité y répondre. Voilà, si vous êtes contre, vous vous prononcerez contre. Agnès, est-ce que vous voulez... Non, pas de précision à apporter. Donc je vais procéder au vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention. Merci. Nous allons passer au point numéro 8, Convention territoriale globale, et je donne le micro à Madame Marlène Dos Santos. Il est rappelé au Conseil municipal qu'une procédure de convention territoriale globale est en cours de formalisation avec la Caisse d'allocation familiale des Vosges, la communauté de communes Terre d'Eau, le Conseil départemental des Vosges et la mutualité sociale agricole Lorraine, et les communes s'étant engagées dans la démarche de conventionnement. Le maire rappelle par ailleurs au Conseil municipal les termes de la délibération du 10 décembre 2020, par laquelle il s'est prononcé favorablement sur l'engagement de la commune de Contrexéville dans la démarche de la CTG. La communauté de communes Terre d'Eau, par délibération du Conseil communautaire du 26 novembre 2020, s'est engagée dans une démarche de CTG devant aboutir à une contractualisation avec la CAF et les communes concernées d'ici la fin de l'année 2021. La CTG comporte un volet financier appelé bonus de territoire. Les bonus de territoire sont calculés sur la base des financements contractualisés dans les contrats enfance-jeunesse, les CEJ, lissés si besoin entre les structures du territoire et versés directement aux structures. Ils sont déclinés dans une convention d'objectifs et de financement, le COF, adossée à la signature d'une CTG. Le pilotage de la Convention territoriale globale doit s'appuyer sur une coordination renforcée au niveau intercommunal. La mise en place d'un pilotage dédié vise à coordonner le projet afin de garantir le déploiement du plan d'action sur les territoires, d'organiser les modalités d'évaluation et de mesure d'impact des actions mises en œuvre. La communauté de communes Terre d'Eau s'est engagée dans la création d'un poste de chargé de coopération CTG à hauteur de 0,5 ETP, réparti sur 2 agents, dont les missions sont les suivantes. Être l'interlocuteur référent CTG tant pour la CAF et les institutions que pour les opérateurs de terrain. Identifier les besoins du territoire et définir les objectifs visés avec le comité de pilotage. Contribuer à la construction d'une stratégie de développement territorial en concevant, formalisant, conduisant et coordonnant des projets sur les différentes thématiques définies par le diagnostic. Identifier les moyens à mobiliser ou à redéployer. Suivre et évaluer l'atteinte des objectifs de la CTG en lien avec le comité de pilotage.
Depuis janvier 2021, plusieurs étapes se sont succédées afin d'aboutir à l'élaboration d'un document cadre, le dernier comité de pilotage du 18 octobre 2021 ayant pour objectif les derniers arbitrages, la validation des fiches actions et du rétroplanning. Suite à cette validation, il est proposé au conseil communautaire et à chacun des conseils municipaux des communes concernées de délibérer pour valider la présente convention territoriale globale. Communes présentant un contrat d'enfance-jeunesse, la ville de Bugnéville, Contrexéville, Aréville-Saumont-Fort, Mandres-sur-Ver et Vittel. Autres communes portant un groupe scolaire, Hauécourt, Remoncourt, Saint-Ouen-les-Parets, Valfroicourt, Vrécourt. Autres communes concernées par les bonus de territoire, Montureux-le-Sec. Il est proposé au conseil municipal de valider la convention territoriale globale 2021-2025 telle que présentée ci-dessus, donner tout pouvoir au maire ou à ce représentant pour signer la convention subvisée et tout document nécessaire à la finalisation de cette opération. Y a-t-il des questions ? Donc, je vais vous proposer de passer au vote. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Une abstention. Je vous remercie. Point numéro 9, je redonne la parole à Madame Goulin. Sur proposition de l'Office national des forêts, il s'agit pour le conseil municipal de fixer comme suit la destination des produits des coupes de parcelles 4R, 22U, 23U, 24U, 60R et des produits accidentels figurant à l'état d'assiette de l'exercice 2021. Pour précision, 4R, 22, 23, on est du côté des lacs, 60, on est du côté camping, déchetterie. Donc, vente après façonnage de la totalité des produits à un professionnel au cours de la campagne 2022-2023. Autoriser le maire ou son représentant à signer les devis et conventions correspondants. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Point numéro 10. Validation de l'état d'assiette 2021. Sur proposition de l'Office national des forêts, il s'agit pour le conseil municipal de valider en partie le martelage des parcelles EA 2022 pour la campagne d'exploitation 2022-2023 proposée par l'Office national des forêts 4R, 22U, 23U, 24U et 60R. Demander à l'ONF de reporter le martelage d'une parcelle, la parcelle 79U, afin de réduire les coupes en portefeuille non exploitées. Nous allons procéder au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Point numéro 11, donc, demande d'adhésion de plusieurs... Quoi ? 11. Ah, je me suis pas... Demande d'adhésion de plusieurs collectivités pour la compétence à la carte numéro 1, réhabilitation, avis du conseil municipal. Le maire informe l'Assemblée que par délibération en date du 28 septembre 2021, le comité du syndicat mixte départemental d'assainissement non collectif accepte à l'unanimité les demandes d'adhésion de plusieurs collectivités pour la compétence à la carte numéro 1, réhabilitation. Les deux collectivités qui ont sollicité leur adhésion à cette compétence sont Letton, Greux. Il s'agit pour le conseil municipal de se prononcer sur ces demandes d'adhésion concernant une compétence facultative proposée par le SDANC. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Point numéro 12. Donc, demande d'adhésion de plusieurs collectivités pour la compétence à la carte numéro 2, entretien. Avis du conseil municipal. Le maire informe l'Assemblée que par délibération en date du 28 septembre 2021, le comité du syndicat mixte départemental d'assainissement non collectif a accepté à l'unanimité les demandes d'adhésion de plusieurs collectivités pour la compétence à la carte numéro 2, entretien.
Les 2 collectivités qui ont sollicité leur adhésion à cette compétence sont Letton et Greux. Il s'agit pour le conseil municipal de se prononcer sur ces demandes d'adhésion concernant une compétence facultative proposée par le SDANC. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous allons passer donc au point numéro 13 et je donne la parole à Stéphanie Brenier. Recensement de la population, création des postes d'agents recenseurs et de coordonnateurs. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la loi 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et plus particulièrement ses articles 156 à 158 qui stipulent que la commune est chargée du recrutement, de la gestion et de la rémunération des agents qui auront en charge les opérations de recensement de la population prévues pour Contrexéville au début de l'année 2015. Le décret 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population, l'arrêté du 5 août 2003 portant l'application des articles 23 et 24 du décret 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population, l'arrêté du 16 février 2004 fixant l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues pour les agents recrutés à titre temporaire en vue des opérations de recensement de la population, la commune de Contrexéville, ayant moins de 10 000 habitants, est recensée une fois tous les 5 ans. Du fait de la pandémie liée au coronavirus, la campagne prévue en 2021 a été reportée en 2022. Considérant qu'il y a lieu de prendre toute disposition pour assurer le bon déroulement des opérations de recensement qui auront lieu du 20 janvier au 19 février 2022, considérant que la commune est découpée en 8 districts et qu'il y a lieu de procéder au recrutement de 8 agents recenseurs chargés de la réalisation des enquêtes et de nommer un coordonnateur communal qui met en place la logistique, organise la campagne locale de communication, la formation des agents recenseurs et les encadre. Il s'agit donc pour le conseil municipal de donner délégation à Monsieur le maire pour l'organisation des opérations de recensement 2022, de décider le recrutement de 8 agents recenseurs encadrés par un coordonnateur communal désigné par le maire, de fixer les éléments de rémunération brute des agents recenseurs comme suit: 1,75 € par bulletin individuel rempli, 1,15 € par feuille de logement remplie. La rémunération des agents recenseurs sera versée au terme des opérations de recensement et au prorata du travail effectué. De décider que l'agent coordonnateur bénéficiera de façon ponctuelle et pour les 2 mois de durée de l'enquête d'une augmentation de son régime indemnitaire. Il est précisé que la dépense résultant de ces opérations sera imputée au chapitre 012, charges de personnel et frais assimilés du budget primitif 2022 et que la recette correspondant à la dotation forfaitaire versée par l'INSEE sera imputée au chapitre 74, dotation et participation du même budget. Des questions? Qui s'abstient? Qui vote contre? Je vous remercie. Point suivant, personnel, modification du tableau des emplois. Conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant de la collectivité. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services, après avis préalable du comité technique. Vu l'avis favorable à l'unanimité du comité technique du 9 novembre 2021, considérant le tableau des emplois adopté par le conseil municipal et conformément aux lignes directrices de gestion, Monsieur le maire propose les modifications suivantes qui seront applicables à compter du 1er décembre 2021
au titre de la promotion interne, de l'avancement de grade et de la création de postes. Donc, au titre de la promotion interne, après avis de la commission spécifique du CDG 88, en date du 5 octobre 2021, et au vu des missions, des responsabilités et d'une réussite à l'examen professionnel, voilà les modifications qui vont être apportées. Au niveau de la filière technique, il y a un adjoint technique principal de première classe qui passe agent de maîtrise en catégorie C. Au niveau de la filière administrative, un adjoint administratif principal de première classe catégorie C qui passe rédacteur principal de deuxième classe catégorie B. Au titre de l'avancement de grade, après validation du tableau annuel d'avancement de grade par le CDG 88 et au vu des missions et des responsabilités et de la technicité, il y a 2 postes d'adjoint technique catégorie C qui passent adjoint technique principal de deuxième classe catégorie C, un adjoint technique principal de deuxième classe qui passe adjoint technique principal de première classe catégorie C, un agent de maîtrise catégorie C qui passe agent de maîtrise principale catégorie C. Au niveau de filière police, un gardien brigadier catégorie C qui passe brigadier chef principal catégorie C. Et au niveau de la filière administrative, un rédacteur catégorie B qui passe rédacteur principal de deuxième classe catégorie B. Création de postes. Du fait de l'augmentation de la charge de travail au sein de la direction des services techniques, liée à la mise en œuvre du plan communal pluriannuel d'investissement et du contrat de territoire eau et climat, il est proposé la création d'un poste de technicien territorial à temps complet. Je rajoute que ce poste sera mutualisé aussi avec le CIVU. Des questions ? Donc sur tout ce qui est promotion, avancement, bon, j'ai rien à dire. En plus, bon, certains ont passé des examens, donc c'est très bien, ils progressent, les postes bougent. Très bien pour tout le monde. Non, moi je voudrais revenir sur la création de postes. Donc là, c'est un cadre, hein, technicien territorial. Qu'est-ce qu'il va faire donc exactement? Parce que si je prends le programme pluriannuel de travaux, hein, d'investissement en 2022, hein, je parle à courte échéance, on l'a vu, il y aura une maîtrise d'œuvre pour le pont. Il y a aussi de la maîtrise d'œuvre, hein, qui coûte à peu près 20 ou 30 000. Pour la gare aussi, donc là il y a déjà un coût pour la commune, on va donc passer par des prestataires. Pour la rue du 11 septembre, il n'y a pas très longtemps, vous avez retenu aussi un maître d'œuvre, donc là on passe aussi par du privé. Donc je ne vois pas ce que va faire l'agent, puisqu'il est là pour suivre le programme de pluriannuel d'investissement, je ne vois pas ce qu'il va faire tout de suite en 2022. Et d'autre part, je voudrais qu'on m'explique quelles seront ses attributions dans le cadre du contrat de territoire eau et climat. Il va être là, en tous les cas, pour seconder la directrice des services techniques. Il va être là pour seconder la directrice des services techniques qui en a bien besoin pour monter tous les dossiers. Je rajoute que depuis août 2020, il y a en tout 5 postes qui n'ont pas été remplacés sur la commune. Donc il y a une réorganisation globale au niveau des services qui fait que pour les services techniques et notamment de la direction des services techniques, elle a besoin d'aide pour le portage de tous ces projets, et sachant qu'il y aura environ 30% du temps qui sera mutualisé avec le CIVU. Et le contrat du territoire eau et climat, qu'est-ce qu'il a à faire dans ce cadre-là? Je te laisse compléter. Donc, dans le cadre du CTEC, vous savez aussi bien que moi qu'il y aura toutes des expertises techniques nécessaires pour tout ce qui est mise en œuvre donc, du renouvellement de réseau, bien sûr. Donc, dans un premier temps, effectivement, il y a bien eu de la maîtrise d'ouvrage. Dans un second temps, parce que tout ce qui a été demandé en maîtrise d'ouvrage, il y a eu des tranches optionnelles. Donc, dans un second temps, s'il y a quelqu'un de recruté, ça servira également pour ça. Et dans le contrat d'eau, eau et territoire, j'y viens,
il y a tout l'aspect technique des économies d'eau et des mises en place techniques de ces aspects-là qui seront mis donc à la charge d'un technicien pour se charger des dossiers. Insister parce que ce contrat il n'est pas signé et c'est signé au niveau des intercommunalités. C'est pas la commune qui va le signer ce contrat. Est-ce qu'il est signé au niveau de l'interco ce contrat? Est-ce qu'on est prêt à démarrer? Et moi ce contrat, je continue, il porte sur l'eau. C'est plutôt comme c'est écrit, l'eau et le climat. Moi je suis allé voir le poste parce que vous l'avez déjà donc publié. Le poste, la personne que vous cherchez, les seules compétences qui sont demandées, c'est voirie et assainissement. Je comprends, assainissement c'est possible, ça je ne savais pas. Mais vous ne recherchez pas quelqu'un qui a des compétences sur l'eau et le climat. Le poste à pourvoir, il n'est pas là-dessus. Donc déjà, si vous embauchez des personnes qui n'ont pas le profil que vous voulez, ça ne va pas aller. Tu complètes? Oui. Allez-y. Complète. Après, on recherche clairement un technicien. Alors, je suis d'accord avec vous pour tout ce qui est aspect voirie et assainissement. L'aspect contrat territoire, eau et climat, c'est tout un aspect aussi technique. En fait, c'est un renfort technique dont on a besoin aujourd'hui. Donc, je suis désolée, un technicien, c'est un technicien. Après... Est-ce que Agnès Lavancier veut rajouter quelque chose? Je pense que... En fait, sur ce poste, comme dit Madame Lavancier, on parle d'aide sur la partie réseau, qu'il soit sec ou humide. C'est pas un contrat territoire eau et climat, c'est pas ça. Madame Jaworski. Oui, je voulais poser une autre question. J'étais présente à la communauté de communes quand la fameuse association des GTI pour la gestion du SAGE a été créée. Et le nom de Laurence Crétenoy est apparu dans les agents, de la chef de service des services techniques est apparu comme devant travailler pour cette association. Donc d'un côté, on nous dit qu'elle est surchargée de travail, d'autre côté, son nom est apparu. Alors je pense que, je ne sais pas si ça a été confirmé après, mais c'est apparu la première réunion, il y a eu son nom qui a été évoqué. Donc c'était faux, c'était une erreur. D'accord. Vous savez, donc vous avez rencontré Marine Dumont, qui est chargée de l'association, qui est hydrogéologue. La directrice des services techniques n'est absolument pas à l'association, si ce n'est en renfort quand il y a des questions pour Contrexéville. Mais ça, en tant que directrice des services techniques. Parce que ça ne nous a pas été présenté comme ça. Hein. Eh bien, c'est clairement ça. D'accord. On va passer au vote. Donc, qui est contre? Donc, pour être clair, on sera contre la création du poste et le reste, on est pour. Il aurait dû avoir 2 points là-dessus. La point des promotions et la point de la création. Donc, qui s'abstient? Qui est contre? Est-ce que vous pouvez... Voilà. Tous les promos, ne dites pas... Juste pour la création. Donc, qui s'abstient? Je vous remercie. Donc, le point numéro 15 sont les décisions prises par le maire dans le cadre de la délégation générale. Donc, c'est des informations qui sont portées à la connaissance du conseil municipal. Avez-vous des choses à dire ou à rajouter? Madame Jaworski. Je voulais simplement faire une remarque sur les décorations de Noël. Je trouve que c'est quand même un coût qui est important et puis qui se retrouve... Il y a quand même des dépenses tous les ans. Il y aurait peut-être une réflexion à faire sur les décorations de Noël qui sont... outre le prix des fournitures, c'est des heures et des heures de personnel. Ce serait intéressant d'avoir un décompte de ces heures pour ces illuminations de Noël. Est-ce qu'il n'y a pas une simplification à faire? Ça serait peut-être une réflexion à mener. Alors, juste, moi, je tiens à féliciter le travail fait sur les décorations de Noël parce qu'effectivement, il y a des coûts en face, mais il y a aussi beaucoup de réflexions faites sur la récupération, de réorchestrer différemment certaines décorations de Noël. Et moi, je voudrais féliciter le travail
des employés communaux à ce sujet, parce qu'effectivement, on dit toujours qu'il y a des coûts importants, mais en l'occurrence, quand on voit les créations qu'ils sont capables de faire à moindre coût, je tiens à les féliciter, en tout cas au nom de l'équipe municipale. Je ne mets pas en question du tout le travail des services municipaux. Je mets en question le nombre d'heures que ça implique et qui est excessivement important, puisque depuis le début du mois d'octobre, il y a du travail de fait. C'est quand même très très long et c'est très gourmand en heures. C'est juste ce que je voulais dire. Après, j'ai moi-même aussi travaillé avec les services techniques et j'ai vu ce qu'ils étaient capables de faire, puisque la grenouille, par exemple, a été faite avec de la récupération et il y a eu avec Contrexéville Insolite d'énormes travaux intéressants et créatifs des services. Alors, c'est pas la peine de nous imposer systématiquement aux services et aux agents. C'est pas mon propos n'est pas là du tout. Je sais ce qu'ils sont capables de faire et je les félicite aussi pour leur travail. Mais simplement, il y a des travaux qui sont aussi à faire dans la commune et c'est une somme d'heures de travail excessivement importante. C'est par rapport à ça que je trouvais qu'il y avait une réflexion qui était peut-être à mener. Après, bon, voilà, c'est tout. Nous prenons bonne note de votre remarque, mais c'est vrai que si vous regardez dans l'ensemble des communes, c'est souvent le cas, hein, les décorations de Noël, elles démarrent très tôt pour avoir un aboutissement en général début décembre. Après, il peut y avoir une réflexion de mener là-dessus, mais en même temps, je pense qu'aussi on a besoin un peu de ça en ce moment, notamment pour le moral des gens. C'est cette mode du tout électrique et des lampes partout qui est venue des pays anglo-saxons. Bon, on ne va pas tout remettre en cause non, ce mais soir. Je dis simplement, je vois les coûts. Là, on est presque à 10 000 €, hein, si on compte ce qui est rajouté. C'est quand même une réflexion à mener, peut-être pour quelque chose de plus naturel et de moins consommateur aussi en énergie. J'ai juste deux questions, c'est pour mon information. Là, je vois site des Lacs, il y a un panneau à 1 740 €, un panneau d'affichage. C'est quoi? Ah, c'est un panneau. Ah, d'accord. Ah, c'est pas un panneau. C'est pas une création de panneau. Donc c'est remboursé alors. Non, parce qu'on n'a pas trouvé il n'y a pas de tiers identifié. D'accord. Bon, donc c'est pas d'accord. Ok. Et puis une autre question. Je vois qu'il y a la cour d'appel qui fera des permanences, c'est ça, donc à Vincenot, dans la mise à disposition des locaux. Cour d'appel de Nancy. Je vois pas trop pourquoi la cour d'appel. C'est le conciliateur de justice qui vient. Ah, c'est le conciliateur de justice qui aura des permanences. Par la cour d'appel. Et c'est la cour d'appel qui signe la convention, Voilà. d'accord. Okay. Bon, c'est tout. Ok, merci. Voilà, nous avons terminé les points à l'ordre du jour de ce conseil municipal. Nous allons passer maintenant aux questions diverses qui ont été posées par monsieur Thierry Danet. Donc, je vais répondre à ces questions. Alors, la première question, 16 panneaux publicitaires, vous entendez? Oui. 16 panneaux publicitaires vont être implantés sur le domaine public de la commune. Quel est l'objectif de la commune en termes d'affichage publicitaire et de pollution visuelle? Qui aura la charge de l'alimentation électrique des panneaux? Comment seront gérés les affichages sur la face réservée à la commune? Et pourquoi la réflexion sur la taxe des anciennes commerciales, avec une recette annuelle estimée à 80 000 €, n'est toujours pas engagée? Alors, je rappelle que nous avons fait une commission municipale un samedi matin, donc le 23 octobre dernier, où nous avons présenté à la commission l'ensemble du dossier. Donc, je ne vais peut-être pas revenir sur l'ensemble de la consultation, sauf si vraiment vous le souhaitez, j'ai tous les éléments de réponse, mais vous les avez eus également. Donc, en principe, vous devriez les avoir. Je rappelle que ces panneaux sont faits dans les règles. Hein. En aucun cas, ce sont des panneaux illégaux ou mis un peu à l'emporte-pièce n'importe où. Donc ça, c'est une première chose. Donc nous respectons évidemment la réglementation en vigueur. Voilà. Cette mise à disposition prévoit l'implantation de 16 panneaux donc, au lieu de 8, parce que nous avons souhaité mettre à disposition des panneaux sur l'ensemble de la commune et sur différents lieux qui n'avaient pas été identifiés précédemment.
Je rappelle aussi que nous avons réussi, dans le contrat, nous obtenons une redevance fixée à 30 € par mois et par mobilier, donc ce qui est quand même quelque chose qu'on n'avait pas auparavant. Quand vous posez la question, ce qui sera en fait mis sur les panneaux, la charge, le panneau qui sera dédié à la commune sera différent en fonction de l'emplacement du panneau. C'est-à-dire qu'on pourra aussi bien avoir des plans de ville que la mise en avant, par exemple, près du complexe sportif de l'Office municipal des sports. On pourra également avoir des campagnes d'affichage dédiées à la ville, sur la propreté, par exemple, des choses comme ça. Et lors de la passation du contrat, nous avons également 6 campagnes publicitaires pour la commune qui pourront être dédiées à nos manifestations. Donc ça, c'est... Les panneaux. Le côté ville. Le côté ville sera renouvelé par la société. Les fichiers sont fournis par nous. L'impression est à la charge du prestataire. Voilà. Oui, Monsieur Ferrari. Oui, je souhaite intervenir parce que je tiens à rappeler que nous sommes dans les questions diverses. Oui, je vous remercie. Oui, je tiens à intervenir. Je vous rappelle que nous sommes dans les questions diverses. Questions diverses n'amènent pas de débat. Merci. Désolé, c'est le règlement des questions diverses. Voilà. C'est alors, vous qui l'avez voulu. Voilà. Et puis, pour répondre à vous, le débat a lieu en commission également. Donc, je pense que je tiens à remercier aussi les membres de la commission qui étaient présents, du coup, le 23 octobre dernier, parce que nous avons fait une première présentation du projet et nous avons pu échanger et débattre sur les emplacements, notamment, et ça fait un consensus, et voilà, et on est parti sur cette base de travail. Donc, je remercie les membres de la commission. Donc, on ne peut rien ajouter ? Non. Et on peut quand même rectifier quelque chose qui n'est pas vrai, qui n'est pas juste à mon avis. Alors, juste, peu importe. En l'occurrence, si vous avez quelque chose à rajouter, vous pourrez le faire lors d'une prochaine commission. Je vais simplement dire que le code de l'environnement, c'est contre le code de l'environnement qui a. Je peux vous donner le. Alors, nous avons aussi également pris la tâche, pour répondre à un courrier que nous avons reçu juste avant la commission, et vous aurez un élément de réponse également dans ce courrier. Voilà. Concernant la taxe locale sur la publicité extérieure, que vous appelez taxe sur les enseignes commerciales, ce sujet n'a pas encore ni été débattu ni tranché, et la commission des finances sera saisie du dossier ultérieurement. Voilà. Non, mais... ensuite, question numéro 2. Lors du dernier conseil municipal, en réponse à notre question sur les frais d'une formation récente des élus de la majorité, vous avez cité à titre d'exemple la formation d'une seule élue lors du mandat précédent. Vos explications étant incomplètes à ce propos, nous souhaiterions apporter des précisions lors de ce conseil. De plus, dans un souci d'équité et de transparence, nous vous demandons d'indiquer les frais de formation de tous les élus. Voilà. Alors, ce que je peux vous répondre, c'est qu'au cours du mandat précédent, les adjoints ont participé à des journées de formation proposées par le Centre national de la fonction publique territoriale, par l'Association des maires des Vosges, par des organismes partenaires comme l'UNCCAS, le CAUE, l'AFREDON, Citoyens et Territoires et d'autres. La commune a pris en charge les frais d'inscription, les frais de déplacement et de restauration pour un montant total de 918 €. Une seule formation a pour le moment été organisée depuis l'élection de notre équipe, dont le coût était de 260 €. Pour répondre à votre question. Voilà. Puisqu'il s'agissait de moi... Mais pas que de vous, je vous signale que nous n'avons pas cité les personnes. J'étais citée C'était la dernière fois. Oui. C'est pour ça que je réponds, sinon c'est mon nom qui a été cité. Oui. Je voudrais quand même ajouter que je suis allée à une formation au niveau de la lecture publique à Nancy sur les conseils du département, parce que nous avions un projet autour de la bibliothèque, que j'y suis allée
avec mon véhicule, donc ça n'a pas occasionné de frais. Alors on a même dit que j'avais pris un repas. Alors je rassure tout le monde, ce n'est pas des repas à la tour d'argent, ce n'est pas du Proust. Madame Jaworski, le droit à la formation est un droit pour tout le monde. Il ne faut pas vous sentir forcément visé quand on parle... Quand on vous nomme sur une formation disant que il y avait un contexte de coût. Alors on a l'impression qu'à moi toute seule, j'avais créé un déficit. C'est vous qui le dites. C'est comme ça que je l'ai pris. C'est vous qui le dites. Il ne fallait pas me citer nommément. Bien, justement, ça tombe bien, on parlera des citations et de nommer les personnes tout à l'heure parce que moi aussi j'ai des informations à vous donner. La question numéro 3. Donc, depuis l'explosion criminelle du 15 mai 2020, le bureau de poste de Contrexéville est toujours fermé. Malgré la qualité indéniable du service rendu par le buraliste pour les opérations postales, les transactions financières, quant à elles, nécessitent de se déplacer à Vittel, ce qui pose problème aux personnes sans moyen de déplacement. Où en est ce dossier à ce jour? Quand le bureau sera-t-il réouvert? Le distributeur de billets permettant le retrait d'argent sans frais supplémentaires sera-t-il maintenu? Alors, quelques précisions à vous apporter. Le maire est garant du maintien des services publics à destination de la population de la commune. Dès la réalisation des constats avec les experts, il a pris l'attache des services de la Poste afin de mettre en place une solution de remplacement. Il a rencontré le délégué aux relations territoriales du groupe de la Poste Vosges le 5 juin 2020, ce qui a permis l'ouverture rapide du point relais Poste au bureau de tabac situé cour d'honneur en centre-ville. Il a rencontré ensuite à 2 reprises les responsables territoriaux de la Poste pour leur faire connaître sa volonté et sa détermination à faire ouvrir le bureau de poste dans les délais les plus rapides. Il a transmis le 30 mars dernier un courrier en ce sens au délégué territorial du groupe La Poste. Nous avons également rencontré M. Alain Jacquet, président de l'association Agir pour la défense des citoyens de Contrexéville, qui a initié et publié une pétition demandant la réouverture de ce service essentiel pour la population, les touristes et les curistes de Contrexéville. Le directeur du réseau de Lorraine de la Poste s'est engagé par mail le 17 septembre dernier à effectuer les travaux, rouvrir ce bureau et proposer les services postaux et bancaires dès que les travaux de remise en état seraient terminés. Nous n'avons pas de date de réouverture à ce jour. Seule la réimplantation du distributeur de billets reste en suspens. Je pense que la réponse est assez claire. Maintenant, avant de clore le conseil municipal, à mon tour, je souhaitais vous donner quelques informations diverses. Lors de la séance du conseil, je voulais revenir sur l'activité de la bibliothèque municipale. Lors de la séance du conseil municipal du 22 septembre, Madame Jaworski, je vous souhaite là volontairement, a énoncé des données sur l'activité de la bibliothèque municipale qui ne correspondent pas à la réalité et que nous souhaitons rectifier. Le nombre de lecteurs inscrits n'est pas de 150, mais de 391 fin 2020, malgré le contexte lié à la pandémie de Covid-19. De nouvelles inscriptions sont enregistrées chaque année. Pour rappel, 159 en 2019, 73 supplémentaires en 2020, et j'en passe. Le développement des partenariats a permis de mettre en place de nombreuses animations, lectures, ateliers, concerts, spectacles, expositions, racontes tapis. La réflexion sur la mutualisation du poste de direction a bien été engagée entre nous, mais la volonté de notre équipe est de conserver une bibliothèque pour Contrexéville qui ne soit pas l'antenne ou l'annexe d'une structure extérieure. Le poste de direction à plein temps est donc tout à fait justifié. Nous tenions particulièrement à remercier Juliette Willem, responsable de la bibliothèque de 2018 à 2021, pour l'ensemble du travail accompli et la nouvelle dynamique instaurée, et souhaitons pleine et entière réussite à la nouvelle responsable, Élise Pince. Moi aussi. Voilà. Je peux répondre. Les chiffres que j'avais donnés, c'est les chiffres des Contrexévillois, parce que vous globalisez avec les chiffres d'extérieur. Peut-être, mais vous aviez oublié de le préciser. Écoutez, je suis partie des chiffres qu'on m'avait donnés. Après, je souhaite vraiment une réussite à la bibliothèque, et c'est tout le sujet. Alors, oui, effectivement. Mais en tout cas, voilà.
Concernant, alors j'ai une autre information à vous donner concernant les dépôts sauvages de déchets. Comme vous avez pu le constater, 2 zones de dépôt sauvage de déchets ont été identifiées sur le territoire de Contrexéville. Une face au camping en direction de Suriotville, une autre sur l'ancien terrain de motocross. La commune a pris la tâche de Nestlé Waters, propriétaire des parcelles concernées, qui travaille sur cette problématique depuis 2019. À ce jour, le terrain face au camping a bien été dépollué. Quant au terrain de motocross, la situation résulte d'une activité mise en place par une association. Le terrain est resté en l'état. Durant les précédents mandats, aucune solution n'avait été trouvée. Ensemble avec notre nouvelle équipe, nous avons travaillé en collaboration avec Nestlé et la direction d'Agriver. Un engagement formel a été pris pour que la zone soit traitée d'ici la fin de l'année. Le dossier est en cours de finalisation. Le recyclage des pneus présents sur le site demande une prise en charge spécifique. Dès que les travaux seront terminés, nous ne manquerons pas de tenir informés les Contrexévillois via les réseaux sociaux et les médias. Je voulais enchaîner concernant les réseaux sociaux. Ça tombe bien qu'on en parle. Nous tenons également à vous informer que plusieurs agents municipaux ont alerté les élus car leur nom ou leur fonction sont nommément désignés sur les réseaux sociaux et font l'objet de dénigrements réguliers. Par exemple, je vais situer M. Michael Perrin, responsable du pôle enfance-jeunesse, qui a été mis en cause personnellement. N'oublions pas qu'un agent municipal occupant seul une mission est facilement identifiable à Contrexéville. Nous déplorons cette situation et ne pouvons tolérer ces attaques récurrentes. Nous rappelons que plutôt que de remettre en cause en permanence le travail des agents, les Contrexévillois peuvent formuler leurs réclamations et remarques en prenant contact directement avec la municipalité par le biais du site internet, par mail, par Messenger ou tout simplement en prenant rendez-vous avec les élus. Je tenais évidemment à faire cette précision parce que cela devient inadmissible. Je parle évidemment au nom de toute notre équipe. C'était une précision que que nous tenions tous à apporter ici. J'espère que vous serez solidaires de cette remarque parce que les agents sont très souvent attaqués et à un moment donné, il faut que ça cesse. Je voudrais juste donner une précision sur la déchetterie que vous avez fait au terrain de cross. Vous dites que c'est une association, mais la commune aussi a une part des responsabilités. Elle a été mettre des déchets. J'ai les photos, je les ai envoyées à M. le maire et à Jean-Paul Deluz. Juste pour préciser ce que c'est votre intervention. Les déchets, c'est quand on a réalisé les travaux au collège. Juste, la parole est donnée à Monsieur Philippe Levieux pour... On a réalisé les travaux au collège. S'il vous plaît, pour l'enregistrement des gens qui écoutent. Merci. S'il vous plaît, bien sûr. Excuse. On a réalisé les travaux au collège. Les déchets ont été déportés près du dépôt la rue de Lignéville. Mais qui ont été enlevés par la suite rapidement. Non, mais ça c'est bien. Ils ont été entreposés le temps des travaux. Et après, ils ont été enlevés. L'image de Contrex, c'est que la ville le fait. Pourquoi ça a seulement duré 15 jours. Je tiens à préciser que c'est une pratique qui était courante, qui a toujours eu lieu. Le but, c'est une phase intermédiaire. Je suis désolée, c'est pas du tout dans le même état d'esprit que le terrain de motocross qui a été laissé à l'abandon. Voilà. Alors c'est vrai, c'était un problème récurrent. On peut que se féliciter on pourra vraiment se féliciter quand on aura la réalisation finie et que ce terrain sera complètement dépollué. En tout cas, on vous tiendra évidemment au courant. Mais sachez, Monsieur Milot, que ces pratiques, que vous citez, elles ont eu lieu du temps des anciennes municipalités. Ça posait de problème à personne et vous étiez élu à l'époque. Voilà. Ça a été des décennies que ça. Voilà. Et donc, ça a été pris en compte et ça a été enlevé. Non, mais c'est pour ça que je voulais faire le petit point. Vous avez précisé sur certaines choses. Je voulais vous préciser. Voilà. Mais je tiens à préciser que ce n'est pas une pratique liée à notre équipe municipale. Voilà, et que ce n'est pas la première fois et que ce n'est pas non plus une pollution comme le terrain de motocross avec des pneus. Voilà.
En tout cas, je vous remercie. Quand on a eu la question, je voudrais répondre sur les réseaux sociaux. Je suis entièrement d'accord avec vous. Moi, j'ai ma propre page. Je ne vise que les élus, si vous voulez. Je suis d'accord, on n'a pas à citer un agent. Non. Mais les seuls responsables, ça, moi, je dis tout le temps, mais on n'est pas tous d'accord. S'il y a un responsable, ce sont les élus, ce ne sont pas les. On est bien d'accord. Et on tenait réellement. Moi, je le dis, ça va toujours dans ce sens-là. Oui. Mais les gens qui n'ont pas à se sentir visés, il n'y a aucun souci. Mais sachez que c'est quelque chose, on est très attentif et c'était important de faire cette précision, notamment à la fin du conseil municipal. Voilà. Donc je vous remercie, je vais clore ce conseil municipal et je vous souhaite une bonne soirée.